Donc à mon tour effectivement de vous parler d'un sujet en lien avec l'investissement dans les startups. Le sujet que moi je vais couvrir aujourd'hui, c'est en particulier tout ce qui va toucher aux différences entre des modèles B2B et des modèles B2C. En essayant de vous apporter différentes sortes d'éclairage sur nous en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Vous, en tant qu'entrepreneur, quelles grandes idées il est important de garder en tête tout au long de la vie de votre projet pour être best in class, quel que soit le secteur que vous avez finalement choisi. Donc moi, je suis Romain Vidal, je suis partenaire chez Caporn Invest. On a un fonds de capital risque, on gère à peu près 200 millions d'euros. On investit en moyenne entre 500 000 et 5 millions d'euros dans des boîtes du digital en B2B. Un premier truc un peu en introduction. Je vais voir si... Est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas le timer. En introduction... Ça peut vous paraître un peu étonnant, mais de mon point de vue, on a toujours un espèce de choix en tant qu'entrepreneur, surtout au début, à plutôt choisir des modèles B2C ou des modèles B2B. Même dans des cas où on se dit que assez naturellement c'est évident, en réalité ça ne l'est pas toujours. Que je fasse une application mobile, un réseau social ou un logiciel, dans de multiples cas, il y a une façon au début de se dire est-ce que mon client c'est vraiment le particulier ou est-ce qu'au final le particulier c'est pas un moyen pour vendre à des entreprises. Des exemples aussi simples que Slack récemment, qui est jamais qu'un outil de messaging qui aurait pu essayer de craquer le messaging comme l'ont fait tous les Facebook, Instagram et compagnie avant. Slack a pris un axe B2B et a réussi à faire un trou évidemment énorme dans un marché qui pourtant était concurrentiel et par une approche intelligente a réussi à adresser une problématique B2B tout à fait stratégique et vaut aujourd'hui je ne sais combien de milliards. Et surtout avec une croissance extrêmement rapide et la capacité à lever beaucoup d'argent très tôt parce que justement la capacité à prouver qu'on est capable de générer des revenus, ce qui n'est pas toujours le cas dans des modèles B2C. J'ai des exemples, moi, dans le portefeuille d'applications mobiles qui auraient pu être des modèles purement pour les particuliers, mais qui très tôt ont décidé d'axer leur modèle économique sur les entreprises en proposant finalement le service que eux auraient pu avoir comme mission, en proposant ce service à des entreprises en disant on va vous offrir cet outil comme si je ne sais pas, Facebook au début avait décidé que le réseau qu'il était en train de créer, il pourrait le vendre à des boîtes. Évidemment, dans le cas de Facebook, ils ont mieux réussi de la façon dont ils l'ont fait, mais ça aurait pu être une alternative, typiquement pour quelqu'un d'autre, et il y en a eu des dizaines de Facebook avant et après Facebook, ça aurait pu être des alternatives pour ces acteurs-là de dire, nous, on va vous faire les réseaux sociaux, soit au sein de votre entreprise, soit on va créer des réseaux sociaux qui vont pouvoir vous servir d'une manière ou d'une autre. De la même façon, dans le portefeuille, effectivement, on a justement des exemples de réseaux sociaux qui utilisent une audience de particuliers et qui les vendent la possession de cette audience et les services qu'on peut leur proposer à des banques, à des acteurs de ce type-là. En ce qui concerne le VC, on constate que la plupart des très gros VC, en particulier les Américains, investissent dans beaucoup de modèles B2C parce que, de manière assez intuitive, les modèles B2C ont des capacités, des profils de risque extrêmement élevés,
mais comme c'est toujours corrélé, le risque et les rewards, des profils de retour sur investissement qui sont d'autant plus élevés. Il faut beaucoup plus d'argent au départ, mais à la fin, on peut gagner infiniment plus d'argent parce que un Facebook ou un Instagram ont l'avantage comme le particulier, il y en a beaucoup, c'est des modèles qui sont capables de très vite devenir des modèles absolument gigantesques. Pour autant, la majorité des VC, parce qu'on ne gère pas tous 3 milliards et on n'attend pas tous de nous qu'on fasse des investissements qui vont se vendre à plusieurs dizaines de milliards, la majorité des VC que vous croiserez, eux auront souvent une forme de préférence pour des modèles B2B. Je pense en France encore plus qu'ailleurs, parce que l'investisseur français a une certaine aversion au risque par rapport à d'autres cultures. L'avantage des modèles B2B, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que assez rapidement, vous pouvez générer du revenu. Que ce soit dès le début, sur un modèle qui vend à des entreprises, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, que vous pouvez vendre à des entreprises pour 10, 20, 30, 100, 200 000 euros. Et ça fait du revenu et ça prouve que, d'une part, vous ne faites pas ça que pour la gloire, comme parfois on peut en avoir l'impression sur des modèles purement réseaux sociaux où finalement pendant très longtemps ça ne gagne pas d'argent et on entend beaucoup de fondateurs dire l'argent c'est pas notre sujet c'est le réseau, c'est la viralité. Donc sur les modèles B2B, il y a cet avantage immédiat de pouvoir monétiser son offre et tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc dans ce cas-là, on a vraiment la preuve que des individus sont prêts à payer pour ça. Ce qui plaît aux investisseurs pour deux raisons. D'une part parce que c'est la preuve que le marché attendait ça puisqu'il est prêt à payer. D'autre part parce que ça limite le besoin de financement potentiel de tel ou tel projet, puisque ça va générer du revenu. Pourquoi des Facebook ou des Uber ont besoin de lever X milliards très rapidement? Parce que pendant toute une période, on sait très bien que ça ne va pas générer de chiffre d'affaires significatif. Et donc, y a besoin d'aller financer de manière massive dès le début. Donc, à la fin, le sujet, c'est à quel point, soit parce que vous êtes très riche personnellement, ou soit parce que vous avez une façon de le faire avec très peu de moyens. Combien de temps est-ce que votre modèle peut tenir dans le temps sans avoir besoin d'être financé par de l'argent extérieur? C'est une bonne façon de se poser la question de est-ce que je suis en train de choisir un modèle économique qui me convient bien? C'est souvent une utopie, en particulier dans des cultures comme en France, de se dire comme mon idée est bonne, je vais trouver de l'argent. C'est pas parce que vous avez un modèle qui semble, pour une raison X ou Y, plaire à des particuliers, que vous allez forcément trouver de l'argent pour ça. Il y a des trucs qui, à la fin, n'ont aucune valeur et sont juste un outil gratuit qui restera gratuit parce que le particulier ne voudra jamais payer pour. Et donc, personne ne vous permettra de financer la croissance de cet outil, quelle que soit l'imagination qui peut aller avec. Malgré tout, je suis en train de faire des différenciations assez fortes entre les deux modèles. Dans la plupart des cas, il y a quand même un côté hybride à tous les modèles. Et il est souvent important de pouvoir utiliser des effets de réseau auprès du particulier, etc. Souvent, dans des modèles qu'on parle de B2B2C, il y a beaucoup de modèles qui peuvent leverager une traction auprès des particuliers, justement pour vendre plus cher à des entreprises. Et inversement, des modèles qui, par l'adhésion d'entreprises, peut générer plus de viralité auprès des particuliers. J'ai choisi de vous parler de deux conseils un peu spécifiques sur les différences entre les modèles. D'une part, comment pitcher ces différents modèles, et d'autre part, comment les vendre. Dans tous les cas, bon, effectivement, la clé, c'est de maîtriser les indicateurs. C'est vraiment
ça paraît trivial de le dire, mais dans beaucoup de cas, on voit des entrepreneurs qui ne maîtrisent pas leurs indicateurs. Dans le cas des modèles B2B, à mon sens, c'est vraiment tout, tout tourne autour de la performance de votre machine à vendre. Parce que le B2B, c'est des cycles de vente qui sont mécaniquement plus longs. Une entreprise, ça décide plus lentement qu'un particulier à télécharger une app ou à se lancer dans quelque chose. Donc tout est vraiment tourne autour des indicateurs de la preuve de la performance de votre machine de vente. Donc le coût d'acquisition, la durée, le LTV, c'est-à-dire lifetime value d'un client, le chiffre d'affaires que va générer un client en moyenne sur sa durée de vie, les niveaux de churn, les niveaux de conversion entre chaque étape de votre funnel de vente, c'est-à-dire entre, je sais pas, des gens qui ont marqué un intérêt parce qu'ils ont rempli un formulaire, des gens qui vont s'être inscrits pour avoir un webinaire sur Internet, des gens qui vont avoir regardé une vidéo de démo, des gens qui vont être dans une logique de négociation de prix, des gens qui vont être prêts à signer un contrat mais qui ne l'ont pas encore fait, des gens qui ont signé mais qui ne sont pas encore déployés. C'est vraiment absolument essentiel d'avoir non seulement l'obsession de suivre chaque conversion, chaque taux de conversion entre chaque étape, puisque ça vous permettra derrière de pouvoir dire c'est là où on n'est pas bon et d'affiner dans le but toujours le même, d'avoir une machine qui au global est la plus performante possible. Et c'est ça c'est le secret d'un modèle qui grossit vite. C'est aussi ce qu'on recherche nous en tant qu'investisseurs. De la même façon, la performance de chaque individu dans votre équipe de vente pour pouvoir dire celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon, dégager ceux qui ne sont pas bons, garder ceux qui sont bons et essayer de retrouver d'autres qui sont du même niveau que ceux-là. Tout ça pour répondre effectivement à la question, est-ce que votre machine de vente, est-ce que le modèle que vous avez mis en place, est-ce que vous savez prouver qu'il est efficace? Le but étant à la fin que la conclusion de l'investisseur soit ce truc-là marche tellement bien qu'en fait mon seul enjeu c'est de rajouter toute une ribambelle de sales dans cette équipe parce que le truc marche. Donc si ça marche avec 3 sales, avec 100 sales ça va multiplier par 33 et donc le chiffre d'affaires va aller de pair. En B2C, c'est toute la question, c'est à propos de l'utilisateur. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va utiliser votre service? Donc là, les indicateurs, c'est tous les indicateurs assez classiques de l'utilisation des particuliers de votre service. Donc le nombre d'actifs mensuels, la durée éventuelle d'une visite, les taux de rétention, c'est-à-dire à un moment T, au moment du lancement, par exemple, je peux avoir 100 000 inscrits. Si 2 jours après, il n'y a plus que 4 personnes qui utilisent votre service, il y a un problème. Donc, il y a des logiques de rétention, de voir dans le temps combien de personnes restent. Ça se traduit assez bien justement par des cohortes pour montrer justement est-ce que votre produit au début, est-ce qu'il était très pertinent et les gens restaient? Est-ce qu'il a évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui restent? Donc ça c'est très important à maîtriser. Net Promoter Score, les ratings sur les App Store, etc. ou d'autres types de plateformes de rating. Tous ces indicateurs sont absolument clés à maîtriser. À la fois en tant qu'entrepreneur, quel que soit le modèle, il faut que vous soyez des absolus experts de la théorie derrière tous ces indicateurs et que vous soyez absolument obsédé par le suivi de ces indicateurs parce que c'est ce qui prouve la performance de votre modèle. C'est aussi ce qui plaira aux investisseurs si demain vous êtes amené à chercher de l'argent, même si, je rebondis sur le pitch de Max juste avant, effectivement il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est pas du tout compatible, donc c'est pas du tout une obligation de venir chercher de l'argent, mais si c'est le cas, ça c'est une absolue nécessité. Comment le vendre? Et là on parle plus, pitch it c'était plus pour les VC, sell it c'est plus pour dans l'opérationnel. En tant que dirigeant de chacune de ces boîtes, bon, évidemment l'enjeu c'est de grossir le plus vite possible sans mourir au passage. En B2B, votre obsession c'est la durée de votre cycle de vente. Parce que nous, en plus, on est investisseur B2B, on voit ça assez régulièrement. Le problème, c'est qu'il y a des modèles qui sont ultra pertinents, mais s'il vous faut 18 mois pour closer votre première vente, en 18 mois, vous avez à peu près 3 fois le temps de mourir.
Donc ça peut représenter un problème dans votre survie. Cette obsession de réduire le temps de closing d'un deal, c'est vraiment votre sujet principal, tout en sachant que l'avantage du B2B, c'est que votre coût d'acquisition, votre CAC, aura plutôt tendance, logiquement, si votre produit est pertinent, aura plutôt tendance à réduire dans le temps. Au début, ça va vous coûter très cher d'aller signer votre premier client. Plus vous allez grossir et devenir efficace, plus votre CAC va baisser. En B2C, votre obsession, c'est la croissance. Alors après, est-ce que c'est de la viralité? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Ou est-ce que c'est juste le fait que votre produit se déploie d'une manière ou d'une autre? Votre obsession, c'est d'aller vite et d'être mainstream. En B2C, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un produit que les gens veulent et que les gens connaissent. Le plus dur, c'est de passer au-dessus des radars de la population. Dans le cas du B2C, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, votre coût d'acquisition aura plutôt tendance à augmenter avec le temps, parce que les premiers utilisateurs, vous pouvez les trouver soit en allant demander à vos amis de vous inscrire, soit en faisant un peu de pub, Facebook, etc. Mais sur des petits volumes, la pub pour les particuliers, ça coûte souvent moins cher que quand on commence à aller taper des millions de personnes. Forcément, quand on tape des millions de personnes, les gens sont moins ciblés, moins segmentés, et donc finalement le coût d'acquisition va grossir dans le temps. Donc un de vos défis, ça sera de montrer qu'en scalant, le petit truc que vous aurez créé au début, vous réussirez à maintenir une façon d'acquérir des clients qui ne deviennent pas complètement déconnantes dans le temps et qui fassent que alors que vous croyez que pour aller chercher 1 million d'utilisateurs, il vous fallait 30 000 euros, finalement, ça sera plutôt 30 millions d'euros, quoi. Donc dans les deux cas, le coût d'acquisition, c'est votre indicateur principal, par tout moyen, et ça vraiment c'est valable quel que soit votre modèle, par tout moyen, avoir une vision claire et une obsession du suivi de combien ça vous coûte d'aller signer un client, combien ça vous coûte de récupérer 1 euro de chiffre d'affaires, c'est vraiment la question que vous devez vous poser à tout instant en tant qu'entrepreneur. Et ça veut dire être suffisamment précis dans la gestion de sa boîte pour se dire très concrètement qu'est-ce qui rentre en jeu dans le closing d'une vente. Donc souvent il y a les choses assez naturelles type j'ai dépensé tant en achat d'une base email, je dépense tant pour les salaires de mes sales, j'ai dépensé tant pour je ne sais quel poste de coût. Vraiment la maîtrise de ça en interne, il y a une corrélation très forte entre les gens qui réussissent à avoir une vision extrêmement claire de cet indicateur-là et la réussite des sociétés. J'ai mis un slide sur qu'attendre finalement de vos choix si vous partez plutôt sur un modèle B2C ou B2B. On constate, mais c'est assez naturel qu'effectivement, quand on se lance dans un problème B2B, il y a plus de chances que vous soyez dans les premiers à l'adresser que dans un modèle B2C. De manière assez naturelle, c'est beaucoup plus naturel pour n'importe quel entrepreneur dans le monde, cultivé ou pas, qu'il soit riche, pauvre, passé par des écoles ou autre. Il y a de grandes chances que, statistiquement, un problème B2C, il y aura d'autres gens avant vous qui auront essayé d'aller le tacler. C'est assez naturel. Un problème B2B, comme ça demande d'avoir une connaissance peut-être un peu plus précise d'une problématique d'entreprise, statistiquement, il y aura moins de gens qui auront essayé d'adresser ce problème. Donc ça vous donne un avantage sur des modèles B2B. Vous avez plus de chances d'être en train d'adresser quelque chose où vous pourrez devenir le leader. Et ça fait qu'effectivement le time to market est souvent plus court. En revanche, ça me paraît aberrant de se dire d'aller lancer des modèles de vente à des entreprises sans avoir une connaissance fine du secteur que vous adressez. L'avantage des particuliers, c'est qu'en tant que particulier, on a sûrement vécu le problème. On voit beaucoup de boîtes qui se lancent, les étudiants lancent beaucoup de boîtes dans l'organisation de soirées, le food delivery, etc., parce que c'est des problèmes qu'ils connaissent. Se lancer dans des modèles pour les entreprises,
soit, enfin, pour moi, il y a deux façons de le faire intelligemment. Soit vous vous associez à quelqu'un qui connaît très précisément les problématiques que vous êtes en train d'adresser pour les entreprises que vous ciblez. Donc quelqu'un qui a passé du temps à vivre le problème en question, pas juste avoir entendu parler d'un problème. Soit vous prenez le temps de passer X années dans une entreprise pour détecter les problèmes auxquels vous allez pouvoir répondre et les connaître de manière précise. Parce que pareil, l'amateurisme en B2B, pas savoir, enfin je sais pas, moi j'investis beaucoup dans le retail typiquement, pas savoir utiliser la façon de parler d'un retailer, pas comprendre ses enjeux, pas comprendre la façon dont il négocie, etc. C'est l'assurance à minima de perdre 1 an ou 2 à vous acclimater au sujet que vous êtes en train d'adresser. Et dans la plupart des cas, c'est surtout l'assurance de ne pas réussir, quoi. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai tenu. Pile poil. Vous avez mon Twitter et mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.